Je pose une autre question. Entre les différents coups d'État militaires qui ont eu lieu en Afrique ces dernières années et les différentes révisions constitutionnelles dans l'optique d'obtenir un troisième mandat, lesquels de ces événements ont causé le plus de tort au continent? Chacun se fera sa réponse. Deuxième question. Pour ceux qui sont amoureux du système démocratique occidental africanisé, j'aimerais rappeler que l'élection ne peut pas être la solution ultime. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire en Afrique qu'il suffisait d'organiser une élection pour régler les problèmes. L'un des exemples les plus patents, c'est celui de la Côte d'Ivoire, où en pleine crise, dans un pays divisé, avec une rébellion armée, on a proposé aux Ivoiriens comme solution l'organisation des élections. Résultat, plusieurs milliers de morts. Jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer à ce jeu macabre? C'est aussi une question à laquelle j'attire votre attention. À présent, je veux inviter Cheikh Travali, qui est le président de la commission économie et finances au sein de Mansa. Cheikh, s'il te plaît. Merci. Mesdames et Messieurs, dans notre commission économie et finances, nous avons traité d'un certain nombre de problématiques qui sont transversales à notre sous-région. En particulier, l'appartenance à une zone monétaire commune et ses implications en termes de souveraineté et de compétitivité. La capacité de nos systèmes de financement à générer des solutions internes couvrant adéquatement les besoins de financement et de transformation structurelle de nos économies. L'absence de croissance inclusive et équitablement partagée, le faible niveau d'industrialisation de nos pays et finalement le climat des affaires. Voilà les thématiques que nous avons essayé d'embrasser. Pour toutes ces problématiques, nous avons essayé de dresser un état des lieux sans complaisance. Et le constat, il est sans appel. Sur toutes ces dimensions, c'est un constat d'échec. La situation n'est pas bonne et les perspectives d'amélioration à court, à moyen ou à long terme sont incertaines. Soit, une fois que le constat est posé, il faut s'interroger sur les causes profondes qui nous ont amenés à cette situation. C'est cette analyse rigoureuse de ce que nous appelons les causes racines qui va nous permettre d'établir un diagnostic juste et de proposer des pistes de solutions que nous allons partager avec le public pour son appréciation, pour sa critique, pour son enrichissement. Et nous allons également les proposer à tous ceux qui sont intéressés à engager une nouvelle dynamique pour notre sous-région. Alors il est évident que nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail des 5 thématiques dont j'ai parlé, mais j'aimerais quand même que l'on s'arrête sur 2 d'entre elles. En premier lieu, parlons de notre appartenance à une zone monétaire commune. Et la question qu'on devrait se poser, doit-on vraiment continuer à appartenir à la zone franc? Cette question, vous en conviendrez avec moi, est d'une brûlante actualité à la lumière des changements qui traversent nos sociétés actuellement. Et pour nous, à Mansa, la réponse, elle est simple, la réponse, elle est sans ambiguïté. La réponse est 1000 fois non. 1000 fois non.
Non, parce que nous estimons que l'appartenance à la zone induit une forme d'infantilisation, elle induit également une forme de déresponsabilisation. Je m'explique. En gros, on nous explique qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les questions liées à la création et à la fluctuation de notre monnaie, les questions liées à la création de nos signes monétaires sont des questions bien trop complexes pour nous. Et pour notre bien, on va nous en décharger. C'est ça qu'on nous explique. C'est comme si, mesdames et messieurs, vous avez des adolescents chez vous ou des majeurs vaccinés et vous leur dites, attention quand tu vas à l'école, quand tu arrives au croisement que tu dois traverser la route, appelle papa ou appelle maman. Nous allons venir te prendre par la main, nous allons t'aider à traverser la rue. C'est ça la situation. Mesdames et messieurs, nous devons arrêter avec ça. Pour nous, c'est non, parce que, et sans entrer dans un débat extrêmement technique, l'appartenance à la zone handicape la compétitivité de nos économies. Parce que simplement, quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire fluctuer le taux de change de votre monnaie pour rendre les produits manufacturés que vous exportez plus compétitifs par rapport à des pays qui le sont, c'est que vous partez dans une course avec un pied et une main attachés. Comment voulez-vous gagner la course? C'est impossible. Nous pensons que nous devons sortir de la zone, parce que l'appartenance à la zone nous prive d'un certain nombre d'instruments qui sont critiques à notre développement. Je m'explique, et encore une fois, sans entrer dans des termes trop techniques. Vous savez, être dans cette zone emporte des contraintes budgétaires extrêmement fortes, qui font qu'on ne peut pas utiliser notre budget pour financer nos infrastructures. Nous avons des contraintes en termes de déficit budgétaire. Et je vois dans la salle des décideurs ici qui comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Alors, quand on regarde autour de nous, quels sont les pays qui ont un déficit budgétaire le plus important? Ce sont les pays développés. Alors, expliquez-moi où se trouve l'erreur quand on applique le raisonnement à nos pays. Alors, voilà pour nous à Mansa autant de raisons pour lesquelles nous devons sortir de la zone franc. Mais nous devons le faire de manière organisée, de manière pensée et de manière réfléchie. À partir de là, plusieurs scénarios sont possibles et envisageables. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons l'expertise. J'ai quelqu'un en face de moi qui connaît très bien ces questions, que je salue. Nous avons l'expertise en Afrique. Nous avons aussi des exemples de pays qui ont réussi avec brio à reprendre leur souveraineté monétaire. On peut s'en inspirer. Dans tous les cas de figure, pour nous, à Mansa, le statu quo n'est plus acceptable. Nous devons changer et quitte à se tromper, trompons-nous avec nos propres idées, pas avec les idées des autres. En second lieu, je voudrais que nous parlions de la capacité de nos systèmes financiers à générer des solutions endogènes qui vont soutenir la transformation de nos économies. Alors, le constat que nous avons fait, je peux le résumer en utilisant une phrase, une formule lapidaire utilisée par un économiste camerounais qui dit simplement « En Afrique, nous avons besoin de banquiers, pas de rentiers. Nous avons besoin de banquiers, pas de rentiers. » Alors, c'est certes violent, c'est certes provocateur, c'est certes réducteur,
mais moi je trouve que ça résume assez bien la situation dans laquelle les secteurs les plus dynamiques de nos économies se trouvent. Je pense en particulier au secteur informel, qui emploie la grande majorité de notre jeunesse. Ce secteur n'est pas financé ou très peu financé. Je pense en particulier au secteur des PME-PMI, dynamiques, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui là encore est très peu mal financé. Je pense aux femmes, qui sont probablement le pan de la population le plus dynamique. Leur accès au financement est limité à la microfinance de manière générale. Je pense au secteur, je pense aux infrastructures qui sont indispensables à notre développement et qui pourtant sont largement sous-financées. Alors, les raisons qui ont conduit à cette situation, elles sont connues, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Croyez-moi, j'ai une carrière de 30 ans de banquier derrière moi. Donc je suis capable de vous expliquer pourquoi on ne finance pas les infrastructures, pourquoi on ne finance pas les PME-PMI, pourquoi on ne finance pas l'informel, pourquoi on ne finance pas les femmes. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de vous réchauffer ces arguments pour vous ressortir ce plat, mais ce que je pense, et ce qui est important, c'est comment sortons-nous de cette situation. À Mansa, une des pistes que nous privilégions, c'est que nous pensons fortement que nos États doivent se doter d'instruments financiers capables de supporter les secteurs qu'ils auront jugés prioritaires. Si nous décidons que l'agriculture est un domaine prioritaire et stratégique pour un pays, alors créons des banques de financement agricole. Certains pays l'ont fait, on doit multiplier ce genre d'exemples. Si nous décidons que le secteur minier, et au passage, je relève que dans la plupart de nos pays, les mines sont financées par des financements extérieurs, si nous décidons que le secteur minier est quelque chose de prioritaire, alors nous devons créer des instruments qui nous permettront de financer le secteur minier. Même chose pour l'informel, même chose pour les PME-PMI, même chose pour les femmes. On me fait signe que j'ai un peu débordé. Alors, j'entends tout de suite les objections. On me dira que ce sont des tentatives qui ont été mises en place dans beaucoup de nos pays. Les exemples de banques agricoles qui ont fait faillite sont légion. Je dirais peut-être, mais la question n'est pas là. La raison pour laquelle ces instruments-là ont échoué, ce n'est pas parce que les instruments étaient inadaptés, c'est simplement qu'il y avait un problème de gouvernance et un problème d'utilisation de ces instruments-là. Réglons ces problèmes-là et on aura réglé le problème. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement présenté les problématiques que nous avons embrassées dans la Commission économie et finances. C'est l'esprit dans lequel nous avons travaillé et les pistes de solutions, les directions que nous sommes en train de prendre. C'est absolument un travail de longue haleine. Nous en sommes pleinement conscients. Et nous sommes certains, nous le savons, que certains d'entre nous ne verront pas les premiers fruits de ce travail de longue haleine, mais il faut bien commencer quelque part. Et comme on dit, le plus long voyage commence par le premier pas. Alors, rejoignez-nous et ensemble, traçons notre voie.